Bon, mais bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent à distance. On la connaît tous, hein, cette phrase, hein, l'important, c'est de participer. À titre personnel, c'est à peu près la seule chose, moi, que je connais de Pierre de Coubertin. Je ne connais pas grand-chose d'autre. Je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour l'olympisme, pour le sport en général, qui a été aussi décrié pour certaines prises de position. J'en savais pas beaucoup plus avant de m'intéresser à la question quand j'ai su que Monsieur Clastre nous faisait le plaisir de venir nous voir. Et pourtant, c'est un monsieur qui a donné son nom à des dizaines, à des centaines de centres sportifs, nautiques, à des stades de foot. Mais qui était-il vraiment? Et qu'est-ce qu'il a apporté vraiment à notre société? Qu'est-ce qu'on peut garder de lui aujourd'hui encore? Qu'est-ce qui reste de ce monsieur? Ben, on va savoir tout de suite, on va en savoir tout de suite beaucoup plus avec donc notre invité que je remercie infiniment d'être venu de Lausanne, donc pour nous parler de ce personnage, Patrick Clastre. Et comme vous le voyez, donc professeur d'histoire du sport, il est agrégé d'histoire, docteur en histoire contemporaine, et vous enseignez donc à l'université de Lausanne. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir donc un des grands spécialistes de cette question-là. J'en profite pour vous dire que nous inaugurons avec cette conférence toute une série sur la thématique du sport, bien évidemment, année olympique oblige. Donc nous vous proposerons encore au cours des mois qui viennent et jusqu'en juillet en tout cas, des conférences sur la thématique du sport. Sans plus tarder, je laisse la parole à Patrick Clastre. Madame Aurorin, merci beaucoup pour votre invitation. Et bonjour à tous. Le public est nombreux aujourd'hui, mais les meilleurs sont là. Et ils sont en ligne aussi, je les salue. Voilà, donc, vous l'avez dit, on prête à Pierre de Coubertin un certain nombre d'adages, mottos, comme disent les anglo-saxons, comme l'essentiel est de participer, ou plus vite, plus haut, plus fort. En fait, ce n'est pas de lui, mais il les a repris. Voilà, vous n'aviez pas tout à fait tort. Mais plus vite, plus haut, plus fort, c'est une devise qui a été inventée par le père Didon, qui a initié les débuts du sport dans les établissements religieux à Paris et qui a voulu conduire ses élèves vers les hauteurs spirituelles. Donc, dans son esprit, c'était d'abord plus vite, plus fort et plus haut vers Dieu, par le sport. Et Coubertin a inversé, pour la devise olympique, il a fait plus vite, plus haut, plus fort, pour neutraliser, je ne dirais pas laïciser cette devise, mais pour la neutraliser dans le moment historique qu'il vivait en France à cette époque-là. Puis l'autre devise, l'important, c'est de participer. En fait, elle a été prononcée par l'évêque de Pennsylvanie à St. Paul's Cathedral à Londres en 1908 pour dire aux athlètes américains et britanniques qui étaient en conflit dans le stade. C'était un conflit symbolique, mais c'était un conflit de rivalité impériale entre l'empire émergent des États-Unis et puis le grand empire colonial des Britanniques. Tout se jouait dans le stade, dans la rivalité sportive pour savoir qui étaient les meilleurs athlètes. Et les meilleurs athlètes devaient aussi refléter le meilleur régime politique, l'économie la plus puissante. Et ça s'est très très mal passé dans le stade. Les tensions étaient très vives entre les athlètes. Le public harcelait les athlètes américains. Et donc, dans cette réunion œcuménique qui avait lieu à chaque fois au moment des Jeux Olympiques, on avait une réunion de toutes les religions rassemblées dans une église ou un temple. L'évêque de Pennsylvanie est intervenu pour dire écoutez, l'essentiel, c'est quand même de participer. Voilà. Et Coubertin a repris cette devise et elle est devenue une devise olympique et elle a été réutilisée ensuite. Et c'est ce qu'on retient de ce personnage, qu'on ramène souvent justement à quelques clichés et qui est finalement beaucoup plus connu et respecté dans le monde qu'en France. Et c'est cette énigme que je voudrais résoudre avec vous. Pourquoi Coubertin n'est-il pas reconnu en France à sa place, à sa juste place? Il ne s'agit pas nécessairement de le panthéoniser, même s'il y a une campagne actuellement de panthéonisation qui a été lancée. L'Élysée, elle n'a pas donné suite. Je publierai un article dans Le Monde demain, dans Le Monde papier à 14 heures, et puis ça sera en ligne aussi, sur pourquoi Pierre de Coubertin ne sera pas panthéonisé en 2024. Et tous les 15 jours, je tiendrai une chronique dans Le Monde, d'ailleurs, jusqu'en juillet, jusqu'à l'été. Donc voilà, c'est un petit peu cette énigme qu'il s'agit de résoudre. Pourquoi ce Français vit à moitié sur le 19e siècle, il est en 1863, et à moitié sur le 20e siècle, il meurt en 1937, donc 37 ans de part et d'autre, les 19e et 20e siècles. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas davantage connu et peut-être honoré en France? Et est-ce qu'il faut l'honorer pour ce que prétendent ces apôtres, je dirais,
Ou bien est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons de le reconnaître comme un personnage important? Alors, je publierai au mois de juin un petit essai biographique qui s'intitule Pierre de Coubertin ou la paix par le sport, où je veux attirer l'attention du public, des lecteurs, sur cette idée très forte chez Coubertin. Et c'est ce qui fait sa singularité, qui explique aussi le succès des Jeux olympiques, c'est qu'il s'est donné pour projet d'utiliser le sport à des fins pacifiques. Et ça, c'est tout à fait inédit à son époque. La première fois, il émet cette idée le 25 novembre 1892 à la Sorbonne, et c'est plutôt un bide. Personne ne trouve cette idée intéressante. On ne comprend pas comment le sport, qui est à peine naissant à l'époque, pourrait servir la paix entre les nations. Mais ce n'est pas simplement la paix internationale par le sport que vise Coubertin, il vise aussi la paix sociale. C'est-à-dire qu'il pense que le sport doit permettre, par des échanges interclassistes dans le cadre des rencontres sportives, voire des clubs, le sport doit permettre des rencontres entre des pratiquants qui ne sont pas nécessairement des mêmes milieux sociaux, mais qui, par la passion sportive, par la rencontre sportive, vont apprendre à mieux se connaître. Et Coubertin est farouchement opposé à toute idée de révolution politique et sociale. C'est un modéré. Il vient des milieux monarchistes, il accepte la République avec réticence, mais il l'accepte quand même. Et toute sa vie, il va la vouer à pacifier en France la société par l'échange sportif, et aussi la société mondiale par les rencontres internationales que sont les Jeux olympiques. Alors, en prononçant le terme de Jeux olympiques, on fait facilement le parallèle avec les agonesses, ou les concours de l'Antiquité. Et il y a toute une imagerie qui a été produite, le disco-ball que vous voyez ici, de Miron à gauche, puis qu'on réutilise dans l'affiche des Jeux de Londres en 1948, mais qu'on avait déjà utilisé dans l'affiche des Jeux d'Anvers en 1920. Donc il y a une sorte de continuité olympique. On a l'impression que finalement les Jeux olympiques modernes sont les héritiers des Jeux de l'Antiquité, qui les prolongent. En vérité, les similitudes sont trompeuses et les ruptures sont beaucoup plus fortes qu'on ne peut l'imaginer. Pourquoi cette référence à l'Antiquité? Parce que les sportsmen, c'est-à-dire les gentlemen du sport qui sont à la tête des grands clubs occidentaux, qui se réunissent à Paris en 1894 et qui vont adopter le principe des Jeux olympiques, ont tous connu des formations classiques, aux humanités classiques. Donc le latin, le grec, la littérature ancienne, et cette image de la référence antique aux Jeux de l'Antiquité est rassembleuse pour des gens qui viennent des États-Unis, d'Australasie, comme on disait à l'époque, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, d'Espagne. Ce qui réunit ces dirigeants, parce que beaucoup ne sont pas simplement des dirigeants sportifs, hein, ils sont aussi des hommes d'État, des ambassadeurs, des généraux, ils sont investis dans d'autres secteurs économiques aussi d'une manière très importante. Il y a quelques pédagogues parmi eux, mais ils ne sont pas majoritaires. Ce qui les réunit, c'est la foi dans le sport, et c'est aussi l'idée que le sport peut servir les échanges. On est au plein cœur du libéralisme, hein, à l'époque. On est dans cette idée que les échanges économiques doivent permettre de faire reculer la guerre, en favorisant l'enrichissement des sociétés. Et les échanges, mieux se connaître, c'est peut-être ne pas entrer dans le cycle de guerre, justement, et le sport doit pouvoir permettre ces rencontres athlétiques. Mais comment trouver un mot qui parle à tous? À l'époque, la notion même de champion du monde n'existe pas. Il n'y a pas de compétition internationale. À peine utilise-t-on le terme en boxe, en cyclisme, mais c'est un mot qui ne s'est même pas encore imposé dans les médias. Donc on n'a pas de mot pour dire une rencontre athlétique internationale dans plusieurs sports. Et c'est pourquoi Coubertin et d'autres, d'ailleurs, vont recourir au terme Jeux olympiques. Et ça parle à leur auditoire, parce que leur auditoire est composé de gens qui ont fréquenté le gymnasium, le lycée, les universités anglaises, américaines, etc., les colleges, et ils sont tous imprégnés de cette culture classique. Et pour eux, c'est une manière d'anoblir aussi le projet, de lui donner une coloration antique. Pareillement, le marathon, tout le monde connaît, hein, qui est inventé par Michel Bréal, qui est un linguiste français, qui est de l'Académie des sciences et belles-lettres, qui est un grand érudit. Il invente une course qui n'a jamais été courue dans l'Antiquité.
Non, le marathon, dans l'Antiquité, c'est juste le lieu d'une bataille où les Grecs repoussent les Perses et où le chef de l'armée demande à un de ses soldats de courir jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire sur les Perses. Et il s'écroule, il meurt à l'arrivée, mais il a le temps d'annoncer la victoire. Donc la ville doit se fortifier parce que les Perses vont revenir avec leur flotte probablement faire le siège d'Athènes. Mais ça n'a jamais été couru dans l'Antiquité, c'est juste une course d'un soldat hein, pour annoncer une bonne nouvelle. Mais voilà, c'est quelque chose qui a alimenté les imaginaires. Donc on le retrouve dans la peinture classique en 1869 ici avec ce peintre Luc-Olivier Merson. On le retrouve à Hollywood aussi, repris ce thème, la bataille de Marathon. Et le premier marathon est couru en 1896 à Athènes pour les premiers Olympiques. Vous avez en haut ici l'arrivée de Spyridon Louis, donc, puisque c'est un grec, un berger grec qui est un ancien soldat qui courait plutôt bien dans l'armée, mais qu'on est allé rechercher pour participer à la compétition. Mais l'idée de Michel Bréal, qui n'est pas du tout sportif, mais dont le fils est membre de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, qui est la fédération dont Coubertin est le secrétaire général, Michel Bréal est fasciné par la modernité du sport. Mais en tant que spécialiste des études grecques, il veut doter d'un prix, donc une coupe qui va porter son nom, celui qui réussirait un exploit qui, à son époque, paraissait impensable, qu'on puisse courir une telle distance. Et comme les Jeux olympiques doivent se passer en Grèce, eh bien, pourquoi ne pas renouer avec l'Antiquité? Mais voilà, c'est une invention, en fait, de modernité, mais qui se donne la couleur de la tradition, puisqu'elle fait référence à cette course de marathon. Le père de Coubertin, dont je reparlerai, est un baron parisien qui est possessionné en vallée de Chevreuse, et sa mère, elle était d'une haute noblesse normande. Et le père est peintre, il est peintre sulpicien, il a doté beaucoup d'églises autour du Bon Marché de Sciences Po de ses peintures. C'est un peintre sulpicien, c'est un peintre aussi jésuitique, il est très lié à la papauté, et il ne vit pas très bien la campagne sportive qui est lancée par son fils, puisque, on le verra, Pierre de Coubertin va se lancer dans une campagne de diffusion des sports dans les établissements scolaires. Il ne comprend pas l'intérêt, il comprend encore moins l'intérêt d'internationaliser les Jeux, dit-il dans son journal. Mais à la suite du succès des premiers Jeux Athènes en 1896, et comme les Jeux doivent se dérouler à Paris en 1900, eh bien lui aussi, il réactive la référence à l'Antiquité dans un des tableaux qu'il a produit, l'allégorie olympique, que vous avez à l'écran. Et cette allégorie olympique, elle sera réutilisée comme frontispice pour la revue olympique qui paraît à partir de 1901, qui est une des premières revues internationales. Je ne parle pas simplement ici du sport, hein, mais toute revue confondue. Coubertin lance en 1901 une revue olympique pour diffuser l'olympisme, sa théorie de l'olympisme, faire connaître les nouvelles sportives et former finalement les dirigeants du sport international à l'éthique chevaleresque du sportsman. Et donc le père de Coubertin a produit cette allégorie, ça veut dire qu'il finalement il a fait un pas vers son fils, il a fini par accepter son engagement pour le sport et les Jeux olympiques, mais il lui a donné une tonalité voilà, de bascule entre l'Antiquité et le temps présent pour l'époque. Donc vous avez à droite les Cariatides, le peuple d'Athènes, qui tend des palmes de victoire vers, non pas ici un concurrent de l'Antiquité, mais un jeune homme qui monte les marches d'un podium avec un ballon rond à la main. Et en fait, c'est un joueur de rugby, un football player, mais selon les règles de rugby school. Parce qu'à l'époque, le ballon n'est pas encore, les formes ne sont pas encore voilà, régulées, et donc on peut jouer aussi au rugby avec des ballons ronds. Mais Coubertin n'apprécie pas le football, il préfère le rugby. Voilà, donc on a cet athlète dont je pense que le père a représenté le fils. Donc, pour ma part, je verrai Coubertin en joueur de rugby ici, qui monte vers le podium où Athéna va le couronner. Et le personnage qui se tient derrière lui, en tenue d'escrimeur, avec un plastron fleur-de-lysée, c'est le roi Henri IV, qui est la référence politique de la famille, parce que c'est le roi de Concorde. C'est le roi de Concorde, c'est le roi de l'édit de Nantes, de la paix religieuse en France.
Et les Coubertins, voilà, ils préfèrent un roi de Concorde plutôt qu'un roi qui étatise la société comme Louis XIV, et ils rejettent tout autant Louis XIV que Napoléon, par exemple. C'est une famille qui considère que le roi n'est jamais que le primus inter pares, c'est-à-dire le premier d'entre les grands seigneurs du royaume, et il n'a pas vocation à imposer une sorte de doctrine d'État à tout un peuple et à tous ses aristocrates. Il doit être un souverain à l'écoute de son peuple et à l'écoute de ses nobles. Et pourquoi c'est la référence politique de la famille. Et puis vous avez à gauche du tableau, donc l'allégorie se lit très simplement, cette allégorie olympique. Il est écrit en haut à droite, hein, Athénaï en grec, et en haut à gauche Paris. Et là, vous avez la modernité du sport. Donc c'est pour vous dire qu'on a affaire à nouveau à une tradition inventée. C'est-à-dire qu'on invente quelque chose de neuf, mais on lui donne l'apparence de l'ancien. Parce que cet ancien, traditionnel, est paré de toutes les vertus, permet de faire passer des messages positifs. Et donc là, vous avez, avec la tour Eiffel qui se détache au fond, qui va accueillir les deuxièmes Jeux en 1900, vous avez une cohorte d'athlètes, des bicyclistes, comme on disait à l'époque, des joueurs de polo, des avironneurs, et puis ce fameux joueur de rugby. Alors, on ne retrouvera pas le polo à Athènes, mais à Paris en 1900. Le rugby n'était pas présent à Athènes, mais il sera présent à Paris en 1900. L'aviron n'a pas été concouru à Athènes, mais il le sera à Paris. En revanche, le cyclisme a été une épreuve dès Athènes 1896, et c'est bien un engin de modernité. La bicyclette anglaise, avec roue arrière motrice, c'est une invention de 1884, c'est une invention britannique, mais qui se greffe sur une invention française, le vélocipède, où la roue avant est motrice avec un pédalier sur le moyeu de la roue avant. Et c'est pour ça qu'on a donné une grande taille à ces vélocipèdes, c'est devenu des grands billes, parce qu'on pensait que le développement d'une roue plus grande permettrait d'aller plus vite et plus loin. Sauf que les Anglais ont inventé la chaîne de transmission, ont rendu la roue arrière motrice, et la roue avant n'était plus qu'une roue directrice, ce qui a permis de stabiliser l'engin, lui donner plus de vitesse. Et pendant 3 ans, les grands billes, les vélocipèdes français et les bicyclettes anglaises ont été en concurrence dans les courses organisées par la presse. Et au bout de 3 années, on s'est aperçu que la bicyclette anglaise était plus performante. Et c'est celle-là qui a été adoptée, donc vers 1889-90. Donc, il y a un historien britannique, Eric Hobsbawm, qui a théorisé cette question de l'invention de la tradition et qui s'est intéressé pour partie au sport aussi. Cette idée que le sport, finalement, de la fin du XIXe siècle, c'est quelque chose de très moderne. C'était des pratiques athlétiques qui n'existaient pas dans l'Antiquité. Mais on a voulu leur donner l'apparence de la tradition. Et ce qui permet d'imposer plus facilement une nouveauté dans une société qui est plutôt conservatrice et figée, qui ne comprend pas, les élites ne comprennent pas quel est l'intérêt de faire que leurs jeunes garçons, notamment, puisqu'on ne parle pas trop des jeunes filles, hein, quel est l'intérêt pour les jeunes garçons de faire du sport? C'est un loisir inutile, pense-t-on. Or, il va falloir faire la démonstration que le sport permet d'améliorer la santé. Donc, il existe une tradition de gymnastique et de sport hygiéniste, d'inspiration suédoise, et puis il y a une autre tradition d'exercice physique et de sport qui ont des finalités plus militaires, plutôt d'inspiration allemande. Et puis les Anglais, eux, sont dans une logique plutôt de divertissement, de mondanité sportive, mais pour faire accepter cette entrée de la société française et de la société internationale dans le sport, les élites qui sont favorables au sport contre les élites qui ne veulent pas accueillir le sport, eh bien, elles vont réactiver des traditions antiques. Et c'est pour ça que les Jeux olympiques vont avoir ce nom-là. C'est parce que ça permet d'anoblir une modernité qui est la modernité sportive de l'époque de Coubertin. Et d'ailleurs, Coubertin, dans ses arguments, il dit toujours « je ne veux que des Jeux modernes ». Il ne veut pas qu'on ressuscite les concours de l'Antiquité. Il a dû le faire sous la pression des Grecs, puisque les Grecs, eux, voulaient faire justement rappeler qu'ils avaient été les précurseurs, les inventeurs de l'athlétisme. Donc c'est pourquoi vous avez des concours de disques, par exemple, dès 1896 à Athènes, mais qui n'avaient jamais donné lieu à de concours depuis l'Antiquité. C'est une pure invention des Jeux d'Athènes en 1896, le lancer du disque. Et dans l'Antiquité, ce n'était pas particulièrement pratiqué non plus, hein, mais ça avait quand même une certaine notoriété. Mais on ne l'avait pas pratiqué pendant presque 2000 ans. Mais les Grecs, eux, ont voulu faire ressurgir ce concours, parce que ça donnait davantage de lustre
à leur pays, et ça leur donnait davantage d'influence. Alors pour en revenir au jeune Coubertin, il est né donc à Paris. Il est né rue Oudinot, je ne sais pas si vous voyez, après la Chapelle des Missions, entre la Chapelle des Missions, place du Bon Marché, et puis l'école militaire. Il est né en face le ministère des colonies. Et la maison, l'hôtel particulier fait l'angle, et il y a une partie de l'hôtel particulier qui s'ouvre sur la grande esplanade. Et là, le Stade français, par exemple, a eu sa salle d'escrime dans les locaux de la famille Coubertin, qui les a loués pendant quelques temps. Donc Charles, vous l'avez compris, c'est un peintre sulpicien, très proche des milieux jésuites, de la papauté, très monarchiste, mais orléaniste au sens où il est prêt à accueillir voilà, une nouvelle monarchie, plus parlementaire, à l'anglaise. Alors que la mère, Marie-Marcelle Gigot de Crisenois, qui est possessionnée à Mireville en Pays de Caux, elle est issue de la grande tradition d'épée, et elle est vraiment légitimiste. Donc le jeune Pierre, vous voyez là, il est en tenue d'écossais, qui rappelle la Old Alliance, la vieille alliance entre la France, la noblesse française et la noblesse écossaise. Eh bien lui, il est finalement élevé dans un entre-deux, hein, une mère légitimiste et un père orléaniste. Donc le papa peint à plusieurs reprises les enfants. Vous avez le petit Coubertin ici à l'âge de 2 ans, puis ensuite qui apprend à lire. Et il est représenté, si vous allez dans la chapelle émission à côté du Bon Marché, vous avez cette grande fresque où Charles de Coubertin a représenté le départ des missionnaires. Mais le petit garçon qui se tourne vers vous, c'est le petit Pierre de Coubertin. Il est tenu par le bras par sa sœur. Et lui-même a 2 autres frères qui ont 17 et 18 ans de plus que lui, donc il y a vraiment une grande différence, qui eux sont restés toute leur vie des monarchistes invétérés. Il y en a un qui sera colonel de hussards, et l'autre qui est un littérateur qui fait de la prose et de la poésie à Paris. Alors pour mieux saisir Coubertin, il faut aussi interroger sa culture sportive. C'est quoi être sportif dans les années 1880-1890? Mais d'abord, c'est apprendre la gymnastique à l'école. La gymnastique, elle est enseignée dans les écoles d'enseignement secondaire en France depuis les années 1850, à des fins hygiénistes et militaires. Mais la gymnastique n'est pas le sport. En quelque sorte, la gymnastique, c'est une discipline qui est très codifiée, avec des exercices aux appareils, qui sont d'invention allemande d'ailleurs, et il n'y a pas cette liberté qu'on trouve dans le sport, où certes il y a une règle, mais dans le cadre de la règle, il y a des libertés de mouvement, on se déplace, on crée des solutions de jeu, des solutions de défense, il y a une sorte de liberté d'action qui existe dans le cadre des pratiques sportives qu'on ne retrouvera pas dans la gymnastique où on a des exercices imposés, c'est la formule consacrée. Donc Coubertin, il est à la fois formé à la gymnastique comme tous les garçons de son époque, mais surtout il est formé aux arts corporels de la noblesse. Vous voyez ici pratiquer l'escrime par exemple, et il pratique aussi l'équitation et la boxe qui est un art noble, qui est pratiqué dans des milieux sociaux très différents. On trouve une boxe vraiment nobiliaire, et puis il y a une boxe populaire, où là, c'est plutôt des paris sportifs, et ça donne lieu plutôt à des mises à mort. Mais dans le cadre de la boxe aristocratique, on a des gants de boxe qui permettent d'éviter des contusions irrémédiables que subissaient les esclaves qu'on faisait boxer entre eux, ou les valets de ferme. Le tennis est aussi considéré comme une pratique aristocratique. À l'époque, il est imaginé le tennis comme une sorte d'escrime avec raquette. Et un petit peu d'ailleurs à l'imitation de la paume, la courte paume qui était pratiquée à la cour des rois de France. Et les Français considèrent qu'ils sont les inventeurs du tennis. Parce que la paume, qui était le jeu des rois, et le roi des jeux au XVIe siècle, la Renaissance, est un jeu très français, même si les Italiens ont joué une large part dans son invention, mais les Français le présentent comme un jeu français, et ils disent le tennis n'en est que l'héritier. Et d'ailleurs, le mot tennis vient d'ancien français tenez, qui est l'annonce qu'on faisait avant de servir, pour que l'adversaire soit prêt. Il ne s'agissait pas de le prendre par surprise, c'est une question de respect chevaleresque de l'adversaire, ce que les Anglais appellent le fair play. Donc toutes ces notions d'éthique, en quelque sorte, du sport, c'est un codage éducatif qui doit permettre aux jeunes garçons
issus de l'aristocratie française ou de la bourgeoisie française de s'élever en quelque sorte et d'ingérer des pratiques sociales où l'on va combattre, mais dans le respect de l'adversaire, où l'on va armer son corps pour servir la patrie et où on va aussi améliorer sa santé tout en ayant des mondanités, puisque c'est vrai que ces clubs sont quand même très fermés socialement et ils permettent là aussi de flirter, hein, puisque c'est comme ça que ça se produisait aussi dans les clubs, c'est là que s'opéraient les rencontres dans ces grands clubs du Stade français ou du Racing. Voilà, le tea time, c'était après la séance de tennis ou de golf, c'était le moment où on pouvait flirter avec les jeunes filles avec lesquelles on se marierait peut-être. Il n'y avait pas que les soirées mondaines, il y avait aussi les clubs qui offraient un nouvel espace de sociabilité. Coubertin a été converti au sport en Angleterre, semble-t-il, à l'âge de 21 ans, donc particulièrement au rowing, l'aviron, qu'il a pratiqué jusqu'à la fin de sa vie. Vous le voyez ici, alors qu'il est très âgé, sur le lac de la Clément, à Lausanne, à Ouchy, si vous connaissez Ouchy, qui est la petite partie de la ville auprès du lac. Voilà. Et après, il est un pratiquant de tous les sports. Donc la bicyclette, qu'il appelle Nini patte en l'air, parce que bon, c'est pas facile à conduire non plus, c'était pas stabilisé comme engin comme aujourd'hui. Le tricycle à moteur, il a pratiqué aussi le ski, la marche en montagne, et tout cela dans un esprit de sportsman, c'est-à-dire d'un gentleman du sport, un amateur, au sens où il est un amateur par différence avec les jeunes gens issus de la classe ouvrière qui vendent leur expertise sportive et qui deviennent des professionnels. Les sportsmen, eux, qui sont issus de l'aristocratie de la bourgeoisie, n'ont pas besoin de concourir pour des prix ou de participer à des paris sportifs. Eux, ils ont le temps et l'argent pour développer leurs pratiques sportives. Et ils vont fermer leurs pratiques aux tout venants, comme ils disent, à ces jeunes gens ici milieu plus populaires qui se sont professionnalisés en imposant la règle de l'amateurisme. L'amateurisme aujourd'hui que l'on voit, qu'on a à l'esprit comme une sorte de formule positivement connotée, à l'époque, l'amateurisme, c'est un outil qui vise à exclure des clubs et des compétitions les gens des milieux populaires. Donc ça permet un entre-soi mondain. Et Coubertin, comme les autres, considère qu'un amateur, c'est quelqu'un qui pratique tous les sports tout au long de l'année en fonction des saisons. Et donc quand vous pratiquez tous les sports, vous ne pouvez pas être dans l'excellence dans chaque sport, c'est impossible. Et donc, vous êtes forcément un amateur. Parce que si vous vous spécialisez, là, vous devenez un professionnel. Donc, un amateur, c'est à la fois quelqu'un qui pratique tous les sports, et la fédération dont Coubertin est le premier secrétaire général s'appelle l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, où on pratique tous les sports. Mais être un amateur, ce n'est pas simplement pratiquer les sports, c'est aussi les pratiquer selon le code chevaleresque, du respect de l'adversaire. Alors qu'on considère que le populeux, parce qu'il y a l'argent dans la compétition, lui, il est prêt à tout, à tricher, à acheter l'adversaire, etc., à le massacrer, alors que ça, ce sont des pratiques que dans l'aristocratie de la grande bourgeoisie, on n'aura pas en matière de sport. Donc on a vraiment des espaces sociaux de pratiques qui sont très clivés. Pour ce qui est de son éducation, parce que c'est intéressant de voir comment il a été éduqué, comment un jeune homme, parce que lorsqu'il propose son idée olympique, en 1892, vous calculez, hein, il est né en 63, il a 29 ans. En 94, lorsque les Jeux sont adoptés à la Sorbonne, il a 31 ans. En 96, il y a les Jeux d'Athènes, il devient le deuxième président, puisque le grec cède sa place, le grec Démétrios Bikelas cède sa place. En 1896, il a 33 ans, il devient président du CIO. Et il est secrétaire de l'Union des sociétés françaises pour athlétique, qui à l'époque réunit toutes les fédérations, enfin, tous les sports amateurs. Il est secrétaire à 23 ans. Donc on le voit toujours comme un vieux monsieur. Non, c'est un jeune dirigeant prometteur, extrêmement ambitieux, très intrigant. Et en général, quand je présente des conférences ou pour des ouvrages à paraître, je reprends toujours cette photo-là. On le voit ici en sportsman, parce que c'est une photo qui date probablement de 86, il a 23 ans. Voilà, on le voit tel qu'il a été dans sa première campagne pour le sport dans les établissements d'enseignement secondaire et dans sa première campagne olympique.
C'est un tout jeune homme, en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut, aussi jeune, avoir l'idée d'introduire l'éducation sportive dans les établissements français, alors que jusque-là, il n'y avait que de la gymnastique? Et comment est-ce qu'on peut avoir l'idée, à 29 ans, de lancer des Jeux olympiques pour la paix internationale? Oui, je vous en prie. Ah, il n'est pas écouté. Bah, je vais l'expliquer. Ce qui est étonnant, c'est qu'au début, il n'est pas écouté. Et petit à petit, il va réussir à rallier autour de lui un certain nombre de personnages. Je vais y arriver, je vais essayer de le démontrer. Vous avez raison, c'est une question très importante. Et donc, qu'est-ce qui, dans son éducation, aussi a pu lui permettre de faire germer cette idée olympique? Il a reçu une éducation très classique chez les jésuites, à l'externat de la rue de Madrid, à Paris. Il a été aussi élève des oratoriens à Juilly. Quand les jésuites sont expulsés au début des années 1880 par les lois Ferry, les parents créent des sociétés scolaires privées où ils vont eux-mêmes dispenser des enseignements ou faire revenir les jésuites par la bande. Ou sinon, dans les tout premiers temps, ils les mettent dans d'autres établissements religieux qui n'ont pas été expulsés. Et je n'avais pas, pour Coubertin, ces 2 années 1881-83, je n'arrivais pas à trouver où il les avait passées. Parce qu'il se trouve qu'il a son bac l'année où les jésuites sont expulsés. Or, lui, il veut préparer Saint-Cyr, comme son grand frère, qui est colonel hussard. Où est-ce qu'il va pouvoir préparer Saint-Cyr? J'arrivais pas à trouver où ces 2 années, il y avait vraiment un blanc dans sa biographie. Et il expliquait lui-même ensuite qu'il a développé le sport au collège de Juilly, comme à l'école Monge, qu'on appelle le lycée Carnot aujourd'hui, le lycée de Jacques Chirac, par exemple. Pourquoi a-t-il été développé le sport à Juilly, qui est un tout petit établissement religieux au nord de la capitale? Mon hypothèse, c'est que c'est là qu'il a préparé Saint-Cyr, en vérité. Et la photo qu'on a de lui ici, il a bien 20 ans. Bon, là, vous le voyez peut-être pas assez grand, mais il est ici, Coubertin. Et il est là plus jeune qu'ici en 86, ça date de 84-86, et beaucoup plus jeune qu'ici. Donc, ça, a priori, l'hypothèse, c'est qu'il est passé par les oratoriens à Juilly. Et là, on sait que chez les oratoriens à Juilly, il y avait des modalités de pratique sportive qui étaient offertes aux jeunes garçons. Donc, et lui-même, il a énormément écrit sur sa vie, il a énormément fait de propagande pour ses actions, il n'a jamais rien dit de ces 2 années-là. Je pense parce que c'est là qu'il a découvert les sports, mais ça ne collait pas du tout avec sa campagne, puisqu'il faisait la réclame en quelque sorte des sports anglais. Il a tout misé sur l'idée qu'il allait concourir à l'introduction des sports anglais en France. S'il avait reconnu qu'il avait pratiqué les premiers sports chez les oratoriens juifs, les oratoriens dans une France républicaine qui s'avance vers une laïcité de combat, ça ne serait pas passé. Et puis 2, ça ne collait pas du tout avec l'image qu'il voulait donner de lui, de modernité inspirée de l'Angleterre. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait l'impasse. En tout cas, il n'a pas reçu l'éducation sportive quand il était jeune homme, peut-être à Juilly seulement. Et les sports, il les découvre seulement en Angleterre. Alors, en 83, après l'échec à Saint-Cyr, dans ses mémoires, il dit « j'étais à demi entré à Saint-Cyr ». Mais ça veut dire quoi? En fait, je pense qu'il a été reçu à l'écrit. Je connais, dans une autre conférence, il évoque, lui, ses sujets d'oraux du concours. Donc, il a eu l'écrit, il n'a pas eu l'oral. Peut-être parce qu'il était moins bon que les autres, peut-être aussi parce qu'il était identifié comme provenant d'une famille anti-républicaine. Là, c'est possible. En tout cas, pour lui redonner morale, ses parents lui offrent un voyage en Angleterre, fait partie de ces voyages de formation qu'on pouvait faire. Il a 21 ans, même pas 20 ans, 1883. Il va visiter un ami qui est dans une école de jésuites en Angleterre. Et puis, à partir de 1884, il va y revenir régulièrement pour étudier le modèle éducatif des public schools. Et ce modèle éducatif des public schools, il est quelque sorte résumé en la personne de Thomas Arnold, qui devient une sorte de père tutélaire pour Coubertin, son modèle. C'est un headmaster du collège de Rugby. Donc c'est le directeur d'école, c'est un pasteur, et qui est connu comme appartenant à la catégorie des muscular Christians, c'est-à-dire des chrétiens du muscle. Ces pasteurs, dans les années 1840,
qui s'emparent des sports pour moraliser les élèves. Donc, ils leur font faire du sport pour les épuiser, pour que le soir, ils ne soient pas tentés de s'inventer des amours avec d'autres camarades à l'internat, et puis pour les rendre aussi beaucoup plus dociles avec les enseignants. Parce que s'ils se défoulent sur les terrains de sport, après ils sont un peu fatigués, ils vont un peu mieux écouter leurs enseignants, alors que ces jeunes gens qui fréquentent les public schools appartiennent à la haute société britannique et ils méprisent les enseignants qui sont de milieu social inférieur. Donc, et le sport doit permettre donc à la fois d'extérioriser des pulsions, et ensuite il y a la codification. C'est-à-dire que ces sports sont codifiés, il faut quand même respecter les règles, c'est un apprentissage des règles, et puis c'est un apprentissage aussi de l'obéissance au capitaine. Vous voyez le capitaine, c'est une époque, donc le jeune capitaine ici qui explique comment on doit se comporter sur le terrain. Souvent, c'est un élève plus âgé. On vit dans des sociétés sportives à l'époque où il n'y a pas d'arbitre. Le terme de referee interviendra beaucoup plus tard. Au départ, ce sont les deux capitaines d'équipe qui règlent les différends entre eux pour le compte de leurs camarades. Et le fair play fait que tout le monde respecte l'adversaire, mais aussi on respecte son capitaine. Là, c'est plutôt de l'obéissance. Et c'est un apprentissage de la vie en société, de ces élites. La hiérarchie compte pour beaucoup dans la formation. Et c'est ce modèle sportif et éducatif qui fascine Coubertin quand il a 21 ans et qu'il va vouloir introduire dans les établissements d'enseignement secondaire français. Ça, c'est sa première campagne sportive. Mais voilà, il ne va pas forcément être entendu. Hein. Le sport à l'école, encore aujourd'hui, on en parle. Donc on en parle avec l'idée du modèle allemand ou du modèle anglais dans des pays où aujourd'hui, on ne fait plus de sport à l'école quasiment. Oui, c'est le modèle anglais ou le modèle allemand d'il y a 30 ans. En tout cas, à l'époque de Coubertin, c'est très innovant. Et pour pouvoir se faire accepter, il va lui-même accepter la République à 24 ans, en 1887, alors que le grand ralliement des monarchistes et des catholiques date de 1890-91, à la suite de l'intervention du pape. Donc il se rallie, lui, assez jeune, de manière assez précoce. Mais il va toujours rester un rallye incertain pour les républicains. Ils auront toujours une méfiance à son égard, et ça explique en partie le fait qu'il n'est pas écouté en France et qu'il n'a toujours pas les honneurs peut-être qu'il mériterait, c'est à vous d'en juger. Hein, mais en tout cas, les difficultés qu'il rencontre à développer l'enseignement du sport à l'école, dans l'enseignement secondaire des élites. Hein. Coubertin n'a jamais imaginé le sport pour le peuple qui fréquente l'école primaire. Pour lui, c'est les établissements religieux, les lycées, les écoles privées type Monge, alsacienne, etc. Pour le peuple, c'est la gymnastique. Ça suffit à fournir des combattants, la troupe. Mais les officiers, eux, ils doivent pouvoir trouver dans le sport une émulation, une aptitude au commandement, et c'est à eux qu'on destine le sport. Sauf que il ne trouve pas, même si les milieux libéraux de la République soutiennent sa campagne sportive pour le sport à l'école, il trouve aussi beaucoup d'adversaires sur son chemin, d'autant que la République se gauchise très vite, parce que les monarchistes et les catholiques nationalistes font plusieurs tentatives de coup d'État. Et donc, on a une République qui se hérisse au moment de l'affaire Dreyfus, la loi 1901, la loi 1905 de séparation des églises de l'État. Et Coubertin, lui, dans une République qui se radicalise en quelque sorte, il est un point fixe. Autant il pouvait apparaître comme un modéré au départ, autant lui ne bougeant pas, mais la République, elle se radicalisant, il apparaît comme de moins en moins modéré et de plus en plus proche de la droite nationale anti-républicaine. En tout cas, son projet de développer les sports à l'école fonctionne, mais par le principe de l'autonomie. C'est-à-dire que ce sont les élèves qui créent des sociétés sportives scolaires, ou des proviseurs qui les soutiennent, ou des enseignants, et ça reste de l'ordre de l'initiative privée. Là, il n'y a pas un ministre qui à un moment dit on va enseigner les sports à l'école, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, comme il n'arrive pas à trouver finalement de succès dans sa campagne pédagogique pour le sport dans les établissements d'enseignement secondaire, eh bien, il explique dans ses mémoires qu'il va passer au niveau au-dessus, au niveau international, parce que pense-t-il, en mettant en concurrence les jeunes athlètes français avec les Britanniques, les Américains, etc., il va susciter une émulation internationale et une émulation française. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il imagine l'idée olympique, et on a la chance de disposer du manuscrit
Mon épouse m'a dit que j'étais nul parce que je ne l'avais pas trouvé, hein, puisqu'il a été vendu chez Christie's pour 8 800 000 $ il y a 1 an et demi. Elle me dit quand même, depuis le temps que tu travailles sur Coubertin, tu n'as pas retrouvé ce manuscrit. C'est bien dommage. Il était vendu à quelques centaines de milliers de dollars en début d'enchère. Il a grimpé jusqu'à 8 800 000 $, acheté par un oligarque russe, Alisher Ousmanov, qui est le président de la Fédération internationale d'escrime. Enfin, qu'il était jusqu'à l'invasion de l'Ukraine et qui a dû démissionner depuis, mais qui a remis le manuscrit en cadeau au musée olympique, où vous pouvez aller le voir maintenant. Mais ce manuscrit a été ressorti dans les années 70, on ne sait où, on ne sait comment, et il avait été publié en 1994 en format facsimilé. Mais il avait tout de suite redisparu. Puis il est ressorti il y a 3 ans là, pour la mise en vente chez Christie's à New York. Et sur ce manuscrit, on voit bien que Coubertin fait un discours à la Sorbonne en 1892, 25 novembre, pour le 5e anniversaire de sa fédération sportive, des amateurs, des sportsmen. Et à la fin, on est à la page 13, hein, vous voyez peut-être les numéros de page en haut, page 13, page 14. Il fait sa conclusion, ici. Voilà le passé, puisqu'il vient d'expliquer comment les sports se sont diffusés à l'échelle du monde. Il a fait il a été formé, je n'ai pas tout dit tout à l'heure, mais il a été formé aussi pour partie à l'école libre des sciences politiques, qu'on appelle aujourd'hui Sciences Po Paris. Il a reçu une formation assez innovante par rapport aux cours qui étaient dispensés à la Sorbonne, et notamment il y a eu des cours de géographie commerciale, qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique, en tout cas de diplomatie internationale. Il a une vision du monde de son époque. C'est aussi la force de Coubertin, c'est que son éducation lui a donné des atouts pour penser la modernité de son époque. Et il utilise lui-même le terme de mondialisation. Il a une vision très claire de ce que le monde est en train de s'unifier. Et dans ce discours de 1892, il s'adresse à des sportsmen français, à des dirigeants du sport en France, et à la fin, il leur dit, voilà, écoutez, je vous propose de renforcer les liens entre l'université que vous représentez, puisqu'à l'époque, les professeurs des lycées c'était considéré comme les professeurs issus de l'université, et puis le monde du sport que nous représentons. Et en fait, cette conclusion, il l'a biffée, ça ne se voit pas trop ici, mais elle a été légèrement raturée, et il en a écrit une autre, ici. Et c'est cette deuxième conclusion, toujours chapitrée 5 en chiffres romains, avec laquelle il va appeler à la rénovation des Jeux olympiques. Et c'est un bide. Il l'écrit dans ses mémoires, et d'ailleurs dans la presse on le voit, personne ne répercute son idée. Personne ne l'écoute à ce moment-là. Il est assez déprimé. Son discours vise à montrer que, c'est ce qu'il dit ici, les rameurs, les coureurs feront plus pour la paix internationale que tous les traités. Il dit ce qui transforme le monde, ce n'est pas les traités diplomatiques en vérité, ce sont les échanges économiques, les inventions technologiques, et il le cite, hein, je ne sais pas si je peux agrandir, mais pardon. Il le dit ici, le télégraphe, le téléphone feront plus pour la paix internationale que tous les traités diplomatiques. Eh bien, ce que je vous propose ici, c'est de développer une autre forme d'échange, l'échange athlétique, et donc de recréer les Jeux olympiques. Voilà quel était son projet. Alors, cette déclaration... Oui, je vous en prie. 25 novembre. Oui, il y a du monde dans l'amphi, il y a du monde, il doit y avoir 150 personnes à peu près. Et il a face à lui des enseignants des lycées, des professeurs de lycée, parce qu'il avait à côté une autre association de comité pour la propagation de l'éducation physique dans les établissements. Et il était soutenu par Jules Simon, un ancien président du conseil. Donc il a quand même des soutiens du côté des républicains, mais des républicains très modérés, on va dire. Et il a aussi là à l'Assemblée des présidents des clubs, notamment parisiens. Mais voilà, c'est très parisien. Voilà, c'est très parisien. Et on trouve cette idée, une idée du Luberlu, quoi. Faire des Jeux Olympiques, il y en a même qui viennent le voir pour dire est-ce que les athlètes vont concourir nus? Il raconte ça dans ses mémoires. On se moque de lui, et alors que lui, il a une vraie foi hein, qu'il anime. Hein, il est tout jeune,
29 ans, il a la patate, hein, il y croit fermement, d'autant qu'il y a déjà eu des tentatives de rénovation des Jeux Olympiques avant lui. Mais ce que lui apporte de nouveau, c'est la connexion avec le milieu des pacifistes libéraux. Parce qu'en 89, quand il a 26 ans, il est introduit au moment de l'exposition universelle à Paris, c'est la Tour Eiffel, hein, 89, il est introduit dans le Congrès de la paix. Ses professeurs de Sciences Po, ses premiers amis politiques, l'introduisent. À l'époque, c'est Frédéric Passy, le sénateur, c'est Jules Simon, par exemple. Passy, c'est un des premiers prix Nobel de la paix, hein. Donc, ce sont des personnages qui vont l'introduire dans ces réseaux internationaux de pacifistes libéraux, au sens où ils sont persuadés que les échanges internationaux favorisent la paix, le rapprochement des peuples et la paix, et pas des pacifistes au sens socialiste du terme, hein, où là, on a d'autres logiques, hein, d'association des ouvriers à l'échelle mondiale contre le capital. D'accord, mais il a une vision extrêmement élitaire de la société mondiale. C'est-à-dire qu'il pense que les aristocrates et les grands bourgeois sont voués à commander les peuples, et ce sont eux qui organisent ce qu'on appelle la société universelle. Voilà. Et donc, voilà. Par l'échange économique, on améliore l'enrichissement des sociétés. Voilà, par la technologie, on va permettre le rapprochement par le télégraphe, le téléphone, ce qu'il dit dans son discours. Et tout cela aussi par l'enseignement de l'histoire. Mieux connaître l'histoire des peuples, c'est aussi mieux les accepter. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui soft power, hein. C'est vraiment de la diplomatie d'influence, culturelle. Ceci dit, la France est le premier pays à créer, dans le ministère des Affaires étrangères, en 1920, un bureau sport et tourisme qui a vocation à utiliser le sport à des fins de diplomatie culturelle. Et Coubertin n'en est pas très éloigné, puisqu'il est très proche de Delcassé, le ministre des Affaires étrangères d'avant la Grande Guerre. Et lui-même, on peut considérer Coubertin comme un ambassadeur, en vérité, hein. Sauf qu'il construit un autre univers, je vais y revenir. Donc la déclaration, elle est très inspirée, en fait, des discours des liberal pacifistes, de ces pacifistes qui seront liés au prix Nobel de la paix. Et donc, que ce soit... c'est la même ambiance que celle des YMCA, c'est la même ambiance que Nobel, vous voyez la médaille Nobel ici. Voilà, c'est cet univers de pacifistes qui pensent que voilà, les échanges permettent, mais ce sont des patriotes. C'est-à-dire que contrairement aux internationalistes socialistes qui rejettent l'idée même de guerre, eux, ils considèrent que si leur pays est attaqué, ils doivent le défendre. C'est pour ça que Coubertin, il peut présenter une forme d'ambivalence. Il est à la fois pacifiste, mais il considère aussi que le sport est une préparation à la guerre. Le chaînon manquant, c'est celui-ci, c'est les congrès de la paix. Et ça va même plus loin, puisque le sénateur Frédéric Passy, en bas à gauche, envoie un courrier en 1994 à Coubertin en lui disant « Mais ce n'est pas vous qui avez eu l'idée de compétition athlétique internationale, mais plutôt Hodgson Pratt, personnage qui est ici à droite, qui en 1891, lors du congrès de Rome, avait proposé des compétitions athlétiques entre étudiants du monde occidental à des fins de paix internationale. Sauf que Coubertin n'a pas limité ces Jeux olympiques aux seuls étudiants, il les a ouverts à tous les sportsmen, c'est-à-dire à tous les pratiquants sportifs des clubs. Et puis, qu'il a utilisé le mot olympique, ce que n'avait pas fait Hodgson Pratt. C'est que lui, il opère cette greffe sémantique en mettant le mot Jeux olympiques sur le projet de compétition internationale à des fins de paix internationale. Et le mot même d'olympique ou la référence à l'olympisme, Coubertin, dans un premier temps, il lui était plutôt indifférent, voire même opposé, puisqu'il n'est pas le seul à réactiver la formule olympique. Par exemple, Pascal Grousset, le personnage que vous voyez de part et d'autre de Coubertin ici, qui est un communard, qui sera député socialiste de Paris. Pascal Grousset, lui, milite pour des jeux sportifs pour tous les enfants, quel que soit leur milieu social, alors que Coubertin veut les restreindre à l'extrême élite.
Et Pascal Rousset avait imaginé des Jeux olympiques au pied de la Tour Eiffel où le président de la République viendrait couronner les meilleurs athlètes français. Et Coubertin s'était moqué dans un article, ça n'a aucun sens, ressusciter les Jeux olympiques, etc. Alors que finalement, lui, il le fera quelques années après. Il n'a pas non plus une très bonne connaissance de l'histoire ancienne. Il a découvert tardivement, bien sûr, dans son éducation, on lui a parlé des jeux de l'Antiquité, mais il n'a pas une connaissance précise. Cette connaissance, il va l'acquérir avec un personnage assez intéressant, Georges Strelly, qui a écrit un livre sur l'acrobatie, les acrobates, qui était professeur au lycée Louis-le-Grand, mais qui était aussi un voltigeur, un acrobate. C'est un normalien, il fait l'école normale supérieure, il était spécialiste de grec ancien, mais il est aussi un acrobate très renommé qui se produisait dans des cirques, au cirque Molière par exemple. Et c'est lui qui va initier Coubertin à la réalité des concours de l'Antiquité. Et ce n'était pas une évidence pour Coubertin. Et d'ailleurs, Coubertin est plutôt favorable au gymnase, puisque dans le gymnase, c'est là que les philosophes peuvent lutter. Hein. On dit Platon, c'est le philosophe aux larges épaules, c'est le surnom qu'il avait à l'époque. Hein. Platon, c'est un lutteur. Mais on était dans l'ambiance du gymnase, c'est-à-dire une éducation complète de l'homme. Alors que les Jeux olympiques, c'est tout à fait différent. Ce sont des concours dans la Grèce dorienne, c'est-à-dire l'ambiance de Sparte. On est dans un milieu où là, on vise plutôt la performance, ce qui n'était pas le cas du gymnase. Ce qui a activé aussi le processus de rénovation des Jeux olympiques, c'est le fait que d'autres ont tenté aussi de rénover les Jeux. Alors l'histoire retient Evangelis Zapas, qui est un bienfaiteur grec, qui a financé 4 fois, dans les années 1860 à 1880, des concours athlétiques, mais ouverts seulement aux Hellènes, aux Grecs de la Grèce ou à ceux de la diaspora. Et le docteur Brooks, en Angleterre, a créé des Olympian Games dès 1852. Au départ pour ses concitoyens dans le Shropshire, mais très vite, il les a ouverts à l'ensemble de l'Angleterre. Et il a même connecté avec Zapas. Il y a une correspondance avec Zapas. Et Brooks avait imaginé que des concours internationaux puissent se dérouler en Grèce. Mais il n'avait pas pensé qu'ils puissent circuler à l'échelle du monde. Ça, c'est plutôt Coubertin. Et tout cela, ce revival olympique, cet air du temps européen, il est fondé sur la redécouverte du site d'Olympie qui avait été enfoui par les alluvions du fleuve Alphée. Et c'est l'archéologue grec allemand Ernst Curtius qui avait repris les fouilles dans les années 1860. Donc tous ces gentlemen ont connaissance plus ou moins de la résurrection d'Olympie, etc. Donc il y a vraiment un air du temps olympique. Donc Coubertin, son projet, il se situe au croisement, vous l'avez compris, hein, de la modernité du sport, du pacifisme libéral, et puis aussi de ces revivals de l'Antiquité. Encore faut-il emporter le soutien de l'assistance. Et comme vous le disiez, en 1892, personne ne le soutient. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton de pèlerin, il est allé en Angleterre, il est allé aux États-Unis, deuxième voyage aux États-Unis, il est allé trouver les directeurs des grands clubs et les enseignants des grandes universités pour les mobiliser, pour qu'ils envoient des représentants à Paris pour le congrès de 1894. Et c'est ça le congrès fondateur. Mais le congrès de la Sorbonne, il est réuni pour adopter une définition internationale de l'amateurisme. Il ne s'agit pas d'adopter des JO au départ. Pourquoi? Vous l'avez compris tout à l'heure, l'amateurisme, c'est une règle qui permet d'exclure les jeunes gens des milieux populaires, des clubs et des compétitions. Sauf que pour chaque sport et dans chaque pays, il n'y a pas les mêmes règles. C'est un petit peu comme on va adopter, voyez, le timbre, il va falloir uniformiser le timbre à l'échelle internationale. On va aussi, dans les années 1880, on va on va interconnecter les horloges des gares. Et on est dans un moment où on interconnecte toute une série de technologies pour permettre des circulations, pour que tout le monde adopte les mêmes règles. Ça vaut aussi pour l'amateurisme sportif. Donc le congrès de la Sorbonne, il a 7 points à l'ordre du jour. Les 7 points visent à définir précisément ce que c'est qu'un amateur et ce que ce n'est pas. Parce que si vous êtes un amateur, que vous rencontrez un professionnel, vous perdez votre statut d'amateur. Parce qu'on va vous soupçonner d'avoir participé à des concours pour de l'argent. Mais comment vous pouvez savoir si votre adversaire est amateur ou professionnel? Il faut que ce soit authentifié par le club qui va vous inscrire. Et pour cela, il faut qu'on respecte des règles. Comme les règles varient d'un sport à l'autre et d'un pays à l'autre, ça ne va pas fonctionner.
Donc le congrès de 1894, c'est un congrès international en Sorbonne, il y a 300 participants, il y a une soixantaine d'étrangers qui viennent pour adopter cette définition. Et Coubertin est le secrétaire général de ce congrès, et subrepticement, il ajoute un 8e alinéa pour le rétablissement des Jeux olympiques. Il y a donc 2 commissions qui vont se tenir, une commission olympique, très peu de personnes, une petite quinzaine, et puis la commission sur l'amateurisme, là il y a plusieurs dizaines, voire une à 2 centaines de participants. Et il a créé même une ambiance, Coubertin. Il a fait venir une chanteuse, une cantatrice, qui va chanter un air de Gabriel Fauré, qui reprend un hymne à Apollon qui venait d'être retrouvé, décrypté et traduit par les Français. Donc il a donné une ambiance grecque à l'événement, à ceci près que la veille de ce congrès, quand lui milite pour que les premiers Jeux olympiques aient lieu à Paris pour 1900, pour la nouvelle exposition universelle, eh bien, la veille du congrès arrive ce monsieur ici, Démétrios Vikelas, un grec qui ne connaît rien au sport. Et dans la semaine précédente, le roi des Hellènes, comme on l'appelait à l'époque, Georgos, qui est un prince danois, lui envoie un brevet qui le fait membre d'honneur de la Société panhellénique de gymnastique. Et à ce titre, il va défendre les intérêts dans ce congrès de la Grèce, puisque la Grèce a entendu parler, il était question de rénover les Jeux olympiques. La Grèce dit, mais les Jeux olympiques, c'est notre propriété, c'est nous qui les avons inventés. Et ce Démétrios Vikelas, qui ne connaissait rien au sport, va prendre la parole et va soulever l'enthousiasme. C'est un orateur très connu à Paris, d'ailleurs. Il était à la Société d'études grecques à Paris. Il est d'une famille de marchands établis à Marseille, à Paris, à Londres. Il a des réseaux importants, mais il ne connaît rien au sport. Et dans le même mouvement, il va dire, mais écoutez, les Jeux, on va les faire 4 ans plus tôt à Athènes, 1896, et il y aura cette périodicité de 4 ans, comme dans l'Antiquité. La périodos, il y avait les Jeux à Olympie une année, après on allait à Delphes, les Jeux pittiques, on allait à l'Isthme, les Jeux isthmiques à Corinthe, et puis après on allait à Némée pour les Jeux néméens. Et bien là, on fera les Jeux, nous aussi, tous les 4 ans, les premiers à Athènes, et puis les seconds à Paris en 1900. Et non seulement il arrive à imposer ça, mais en plus, il devient le premier président du comité des Jeux international des Jeux olympiques. Coubertin s'est fait damer le pion en quelque sorte. Mais Coubertin préférait, il a dû passer alliance avec Vikelas, il a obtenu que les deuxièmes Jeux aient lieu à Paris, parce que ce qu'il redoutait par-dessus tout, c'est que les Jeux basculent du côté des Britanniques. Coubertin est à la fois très anglophile, mais très anglophobe aussi. Il y a un collègue qui a écrit, vous pouvez parler d'anglophilie-phobie. Il veut emprunter aux Britanniques les succès de l'Empire, en quelque sorte, de leur régime politique, de leur puissance économique, militaire, culturelle, mais pour les retourner contre les Britanniques, pour grandir le rôle de la France. Alors, il y a plusieurs compromis qui sont adoptés, donc vous l'avez compris. D'abord, des Jeux à Athènes en 1896, puis ensuite à Paris en 1900. Ensuite, la question qui est posée dans ce congrès, tout est en train de s'inventer en fait. Hein. Ce que vous avez là, vous avez un congrès, on invente la modernité que l'on connaît aujourd'hui. Mais quel sport on va mettre? Donc on va empiler en fait toute une série de cultures athlétiques. Vous avez des cultures qui sont reprises de l'Angleterre ou des États-Unis, comme l'athlétisme. Vous voyez d'ailleurs le départ du 100 mètres en haut à droite. Hein, il y a différentes postures pour le départ, parce qu'on n'avait pas trop d'expérience en vérité. Ça se commence, c'était déjà, l'athlétisme existait depuis une vingtaine d'années, mais on n'avait pas la référence en termes de performance qui permettait de dire, bah voilà, vaut mieux partir avec les mains au sol. En l'occurrence, c'est lui qui a gagné le 100 mètres, mais ça aurait pu être tout aussi bien un autre. Et on a séparé, comme dans l'Antiquité, les couloirs avec des cordes. C'est comme ça que t'es donné le départ à Olympie. Vous avez donc des pratiques de gymnastique à l'allemande, en force, hein, aux appareils. Vous avez le marathon donc, qui a été remporté par Spiridon Louis, on le voit avec les lauriers à la main. Vous avez le lancer du disque qui n'avait jamais été pratiqué depuis l'Antiquité, mais qui avait été réactivé au moment des Jeux de Zapas. Et le vainqueur, ça sera un Américain. La veille, il n'avait jamais lancé le disque. Il avait entendu parler d'un exercice de lancer, il s'entraînait à lancer un marteau aux États-Unis. Ce sont des élèves de Princeton qui sont venus, hein, essentiellement Princeton. Et puis les Français sont très forts en bicyclette. Bon, il y aura aussi du tennis, etc. Hein. Mais donc, il y a différentes cultures athlétiques qui se mélangent dans ces Jeux olympiques, parce que c'est cela qui va permettre que chacune des nations occidentales se retrouve dans la compétition et envoie ses athlètes. Parce que sinon,
Et à l'époque, on a vraiment des spécificités nationales, on a des cultures sportives nationales. Donc les Allemands, c'est plutôt la gymnastique, les Hongrois, c'est plutôt la natation et ce qui est déjà comment on appelle ça, le water polo. Vous voyez, vous avez les Français, c'est plutôt la bicyclette. Les Américains, les Britanniques, c'est plutôt l'athlétisme. Et si vous voulez réunir tous les peuples du monde dans la logique de paix internationale par le sport, qui est celle de Coubertin, eh bien, il faut le faire en proposant justement un éventail des compétitions suffisamment large, pour n'oublier personne. Les Allemands étaient très fâchés d'ailleurs de ne pas être invités au congrès fondateur. Donc, Coubertin a dû rattraper le coup ensuite en accueillant les gymnastes. Et chez les gymnastes, il y a des grandes tensions. Certains gymnastes considèrent que la gymnastique n'a rien à faire avec le sport. Ce qui compte, c'est juste les exercices collectifs en masse, alors que le sport, c'est les compétitions individuelles. Puis il y a des gymnastes qui considèrent que oui, on peut faire des compétitions individuelles aussi en gymnastique. Et là, on parle dans notre jargon de sportivisation de la gymnastique. La gymnastique se déporte du côté du sport avec ses concours individuels. Le troisième compromis de ce congrès de 1894, c'est la mise sur pied d'un comité qu'on appelle à l'époque Comité international des Jeux olympiques, qui est contrôlé donc par Biquelas, le premier président, au milieu, Coubertin à sa droite, et Ernest Callot, le trésorier, qui est un Français à sa gauche. Et vous avez qui les environne un général de l'armée russe, Boutowski, vous avez ensuite Willibald Gebhardt, qui est un chimiste allemand, Kémény tout à fait à gauche, qui est un Hongrois, et Gut Jarkowski, qui est un représentant de la Bohème. Il y en a d'autres, hein, mais là, c'est la première photographie officielle, mais ils sont un tout petit groupe que Coubertin réunit parce qu'ils avaient plus ou moins rencontré de ci, de là, au cours de ses voyages et de ses travaux. C'est lui qui a vraiment composé le comité, et il a donné à ce comité un certain nombre de règles fondatrices qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la cooptation. Les membres du CIO se cooptent depuis 1894. C'est encore le cas aujourd'hui. Oui, à l'époque, on utilise le français, oui. L'anglais devient langue olympique après la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs, le français va complètement décliner à ce moment-là. Mais il reste aujourd'hui le français et l'anglais, les deux langues olympiques officielles. Normalement, toutes les annonces doivent se faire en français dans le stade olympique pendant les JO, ce qui n'est pas le cas depuis très nombreuses olympiades. En tout cas, voilà, on a cette institution. Vous voyez donc des pédagogues, mais très vite, Coubertin va devoir transformer la composition du comité pour lui donner une forme beaucoup plus, une composition beaucoup plus diplomatique et politique. Parce qu'il a besoin, pour imposer l'idée de Jeux olympiques, qui ont manqué périr à plusieurs reprises, hein, parce que ce n'est pas juste lancer une idée, les réaliser à Athènes et puis à Paris, mais à chaque fois, tous les 4 ans, ça a été une immense difficulté à surmonter. Et il a besoin de s'entourer de personnages qui sont très influents dans les sphères du pouvoir, dans chacun des pays, et qui ont une compétence de la politique et diplomatique au plus haut niveau. Ce qui fait qu'on va voir entrer avant et après la Première Guerre mondiale des grands industriels, des grands banquiers, des grands financiers, mais aussi des généraux, des diplomates, des maires de capitale, des premiers ministres ou même des chefs d'État qui vont intégrer le CIO. Il faut donner du lustre à cette assemblée, mais qui n'est qu'un gentleman's agreement. C'est-à-dire que le CIO n'a pas eu de statut jusqu'en 1981. Alors pourquoi le CIO a-t-il des statuts à compter de 1981 ? Parce qu'il a besoin de contractualiser avec les sociétés de télévision et avec les grands sponsors. Il y a une bascule qui s'opère au début des années 80. Jusqu'aux années 80, le CIO ne contractualise pas avec les télévisions, qui depuis les années 60 retransmettent en Mondiovision, c'était à Rome en 60, les Jeux Olympiques. Ce sont les comités d'organisation qui passent contrat avec les sociétés de diffusion. Le CIO ne veut pas s'en mêler. D'ailleurs, Avery Brundage, qui est pourtant un milliardaire de Chicago, dit que les JO à la télévision n'ont aucun intérêt. Il dit ça dans les années 60. En l'occurrence, il s'est bien trompé. Mais le CIO ne contractualise pas. Il ne va contractualiser qu'à partir de 1981 parce qu'il a désormais des statuts. C'est une association de droit privé suisse, type association loi 1901, avec quelques privilèges diplomatiques pour les employés, mais qui ne font pas du CIO légal de la Croix-Rouge, par exemple, qui là, pour le coup, bénéficie d'un statut de siège selon la Confédération, c'est-à-dire un statut quasiment de représentation diplomatique. Voilà.
Vous avez compris, c'est un gentleman's agreement, hein, donc c'est un club sans statut qui se coopte. Et l'autre principe qui fait la singularité du CIO par rapport aux fédérations internationales, c'est que, comme Coubertin l'a écrit dans le règlement dès 1908, un membre du CIO représente le CIO dans son propre pays, et ce membre-là ne représente pas son pays dans le CIO. L'idée, c'est de sauvegarder l'indépendance de cette institution. Et c'est devant les intrusions des businessmen et des hommes politiques que Coubertin a forgé le concept d'autonomie du sport et de neutralité du sport pour protéger l'institution olympique, voilà, du politique et du business. Après, les Jeux olympiques lui ont échappé. C'est ça, très rapidement. Lui qui voyait les Jeux olympiques comme manifestation de l'internationalisme estudiantin et des sportsmen, il se retrouve face à des nationalismes qui s'expriment dans le stade. Et il y a eu par exemple à Athènes une polémique entre Charles Maurras et Coubertin qui viennent pourtant de la même association. Et Maurras disait que c'était ridicule, ces Jeux olympiques, le cosmopolitisme, tout ça, non. Et alors quand il est un des reporters des JO à Athènes, Maurras, il trouve ça magnifique. Il change d'idée complètement parce qu'il voit le nationalisme grec s'exprimer dans le stade, notamment au moment de la victoire de Spyridon Louis. Et il voit aussi les spectateurs américains qui sont là. Il y a une flotte américaine à Athènes qui a mouillé. Et lui, il dit le nationalisme yankee, c'est formidable. Voilà. Alors que Coubertin est très déçu parce que les passions populaires qui s'expriment dans le stade lui font très peur. D'ailleurs, dans l'imaginaire de Coubertin, un stade, c'est quelques milliers de personnes. Et ce sont des sportsmen qui regardent d'autres sportsmen. Il n'imagine pas qu'on puisse mettre, comme à Athènes, 60 à 80 000 personnes dans un stade. Le stade, en l'occurrence, c'est le stade panathénaïque du IIIe siècle, il a été restauré. Et à l'époque, les plus grands stades font 15-20 000 places, qu'on appelle des ovals au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et là, on a changé de dimension. Hein. On est dans un stade antique, rénové pour l'occasion, mais avec là, on dit le quart de la population athénienne dans le stade. Et avec des étrangers, etc. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes venus des autres pays de la Grèce, mais ils sont quand même quelques dizaines, et c'est une manifestation qui est réussie. Et puis, la difficulté aussi pour Coubertin, c'est que bon, les Jeux à Athènes en 96, Paris 1900, c'est pendant l'exposition universelle. Saint-Louis 1904, c'est pendant la Louisiana Purchase, c'est-à-dire l'exposition commerciale américaine. Londres 1908, c'est pendant la Franco-British Exhibition, donc à nouveau pendant une exposition commerciale. Autrement dit, les organisateurs des Jeux olympiques se saisissent à chaque fois de la présence d'une exposition universelle pour organiser une exposition athlétique. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. En fait, on vient exposer des athlètes comme on vient exposer des produits industriels, avec des compétitions. C'est ça le principe d'exposition universelle à cette époque-là. On va primer des produits industriels par rapport à d'autres. Et à l'époque, c'est pareil pour les athlètes. Sauf que les organisateurs, ils cèdent aux sirènes de la rentabilité. Et donc, ils entrent dans des logiques de vente, de tickets, etc., etc. Et ça déplaît énormément à Coubertin, qui lui reste dans une logique vraiment de l'amateurisme pur et dur, hein, de la gratuité totale. Je vais terminer pour vous laisser des questions, mais ce qui vient aussi percuter les Jeux olympiques, c'est des athlètes qui ne sont pas vraiment des amateurs. En vérité, beaucoup d'athlètes, depuis les années 1880, ont développé des compétences de très haut niveau sportif. Ils participent à des compétitions et ils se font passer pour amateurs, un certain nombre d'entre eux, alors qu'ils se sont professionnalisés. Et de toute façon, les pays sont bien fiers que leurs meilleurs athlètes, même professionnels, participent aux Jeux. Qui est-ce qui va contrôler ça? Est-ce que c'est le comité d'organisation qui inscrit les athlètes, enfin qui reçoit les inscriptions? Est-ce que ce sont les comités nationaux olympiques qui établissent la délégation d'athlètes officiels, qui sont censés vérifier leur degré d'amateurisme? Mais quand vous avez un excellent athlète dont vous pensez qu'il va remporter des médailles, si vous le retirez de la délégation d'athlètes, le pays va chuter dans l'échelle des nations sportives. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Ce qui fait qu'il y a une infiltration des compétitions par des athlètes professionnels au fur et à mesure des premiers Jeux olympiques. Et à tel point que quand c'est trop flagrant, on va leur retirer les médailles. C'est le cas, par exemple, de Paavo Nurmi. C'est le cas aussi de Jules Ladoumègue pour la France.
voilà, quand on sait qu'ils se produisent dans des exhibitions, dans des cirques, etc., et qu'ils sont payés pour ça, à un bout d'un moment, non, on va les sortir de la compétition. Donc les Jeux auraient pu disparaître après la Première Guerre mondiale, puisque vous avez cette assemblée de sportsmen, pour la moitié d'entre eux des aristocrates, dans un monde qui a complètement changé après 1920. C'est la fin des empires centraux, russes, austro-hongrois, allemands. Les sociétés sont beaucoup plus démocratisées. Ces sportsmen, que représentent-ils finalement? Et surtout, il y a des concurrences. Il y a d'autres formes de compétition internationale que les Jeux olympiques qui existent à l'époque. Voilà. Donc Coubertin, en pleine logique, il demande à s'engager dans l'armée. Il a 51 ans, 52 ans. Il va devenir interprète au Quai d'Orsay, en fait, et participe à la propagande nationale, alors que lui aurait aimé combattre, mais on le lui refuse. Et puis, vous avez des innovations qui ont lieu dès avant 14. Par exemple, le drapeau olympique est présenté au congrès de la Sorbonne en 1914 pour le 20e anniversaire du rétablissement des Jeux. Vous avez un serment olympique qui est prêté à compter de 1920 en vert. L'idée, c'est que Coubertin, au bout d'un moment, a compris qu'on ne pourrait pas contrôler l'amateurisme. Donc la seule solution, c'est s'en remettre à la bonne foi des concurrents. Donc on va leur faire prêter un serment, le serment olympique, qu'au moins ils respectent le noble art, c'est-à-dire le fair play, le principe du fair play. Mais il reste que le principe amateurisme ne sera abandonné par le CIO qu'en 1981, sous la pression de la CIA et des grandes entreprises américaines qui en ont marre de financer la médiatisation des Jeux, puisque 80% de l'argent, c'est les télévisions américaines qui payent les JO, les années 80. Et là, on a la preuve dans les archives de la CIA, il y a une intervention qui est faite auprès de Juan Antonio Samaranch, le tout nouveau président du CIO en 80, pour lui dire, si vous ne mettez pas fin à la règle de l'amateurisme, nous ne participerons plus aux Jeux olympiques. Parce que les télévisions américaines renvoient vers le monde entier leurs images pour que des soviétiques et des est-allemands montent sur les 2 premières marches du podium. Et parce que nous, nos athlètes professionnels, leur nom s'étale dans la presse, assurément, ils ne peuvent pas être inscrits au JO. Mais les soviétiques, eux, disent que tous leurs athlètes sont des amateurs d'État, en fait, des employés du locomotive, des services secrets, de l'armée, etc. Ils ne font que s'entraîner au sport, à l'excellence sportive. Et donc le CIO, à ce moment-là, va abandonner la règle amateurisme en 81, mais il ne le fait pas de manière très violente. Il demande à chaque fédération internationale de renoncer au rythme qui leur convient. Ce qui fait qu'encore en 88 à Séoul, l'URSS est sur la première marche du podium. Il faut attendre Barcelone 92, mais là, l'URSS a disparu en 91. À Barcelone, vous avez la Dream Team de manière symbolique. Vous avez la Dream Team en basket qui vient, et c'est des professionnels, bien évidemment. Le CIO, dans les années 20, doit affronter les fédérations internationales sportives. Je dois le dire ici, elles sont toutes inventées, quasiment toutes créées à Paris. La grosse douzaine de fédérations internationales les plus célèbres, en 1904 la FIFA, 1913 l'escrime et le tennis, c'est inventé à Paris. Les premiers présidents sont des Français. Et jusqu'aux années 50, les présidents sont les Français de la plupart des fédérations internationales. Et ils ont tous Coubertin dans le collimateur. Parce que lui, il représente l'aristocratie, un ralliement incertain à la République, et eux sont davantage dans des logiques voilà, plus progressistes. Ce qui fait qu'ils vont se heurter à Coubertin et ils vont demander sa démission. Et ils vont créer leur propre championnat du monde pour ne pas avoir à dépendre des JO, par exemple. Vous avez peut-être en tête les Jeux d'hiver. Les Jeux d'hiver sont l'invention des offices de tourisme, des stations de sport d'hiver et des grands hôteliers. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le tourisme blanc, depuis les années 1900, se faisait vers les nations scandinaves. Et les stations des Alpes lorgnaient sur cette élite qui allait faire des sports d'hiver en Scandinavie, et ils voulaient les attirer. Donc, ils ont créé toute une série de compétitions qui étaient dotées pour créer une saison de sports d'hiver dans leurs grands hôtels, mais ils ont aussi pactisé entre Allemands, Autrichiens, Italiens et Français pour lancer des Jeux d'hiver. Les premiers à Chamonix en 24, les seconds à Saint-Maurice en 28, ensuite on passe aux États-Unis en 32, 36, c'est Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Mais c'est vraiment une invention touristique, les Jeux d'hiver.
Ça n'a rien à voir avec le CIO, sauf que le CIO ne peut pas laisser passer ça, et il va donner son blanc-seing dès l'année suivante, en 25, il va les reconnaître comme Jeux olympiques d'hiver. Il y a eu un jeu féminin orchestré par Alice Milla, que vous voyez ici en 1928 à Amsterdam. Elle est la seule femme dans le jury d'honneur d'athlétisme, mais tout a été fait pour empêcher les femmes de pratiquer l'athlétisme. Et Coubertin avait déclaré « Je ne veux point de jeux femelles, ils sont impratiques, inesthétiques, etc. » Il faisait partie, avec son successeur Bailly-Latour, des dirigeants les plus anti-femmes au JO qui soient. Et par contre, il y avait d'autres, comme le deuxième à partir de la droite, Edström. C'est pas n'importe qui, Edström, hein, il est le président de la Chambre de commerce internationale en 1939. Hein. Et c'est aussi le premier président de la Fédération internationale d'athlétisme. Voilà. C'est une exception par rapport aux Français que j'évoquais. Et lui, il est surtout à la tête de la plus grosse compagnie d'électricité dans son pays. C'est un personnage considérable. Hein. Vous voyez que ces membres du CIO, en fait, leur engagement olympique, c'est peanuts dans leur vie sociale et professionnelle. Hein. C'est un autre lieu où ils peuvent faire du réseau. Et ce n'est pas central pour eux. Et cet Edström, lui, il est pour que les femmes soient au JO parce qu'il écrit à Avery Brundage, qui sera aussi président du CIO, ils seront tous les deux présidents du CIO, il vaut mieux avoir les femmes à l'intérieur pour les contrôler. Donc, ils sont dans une logique de contrôle en les intégrant dans les épreuves d'athlétisme et en limitant les pratiques à des choses qui sont acceptables pour des femmes. Par exemple, pas au-delà du 400 mètres à courir. Il faudra attendre 60 ans pour que les femmes puissent courir au-delà du 400 mètres à l'époque. Et puis après, vous avez d'autres dimensions qui sont amenées. En 1932, les Jeux en Californie. Voilà, on a beau être au cœur de la crise de 29, la crise, elle ne se ressent pas dans le stade olympique. Là, on est dans c'est un pays assez contrasté, hein, la Californie, pendant la crise de 29. Mais vous avez tout Hollywood qui sont dans les tribunes, etc. C'est un grand moment, et ce sont des Jeux qui ont été voulus par les acteurs du tourisme californien, qui voulaient aussi imposer la Californie et ses grandes villes face aux autres grandes villes des États-Unis, de la côte est ou du sud des États-Unis. On est dans ces logiques-là. Et puis, une autre dimension encore est donnée en 1936, au moment des Jeux de Berlin. Coubertin est toujours vivant, parce que là, pour le coup, pour la première fois, il y a un État qui mise sur les Jeux olympiques à des fins de propagande sportive en direction de sa propre population, pour germaniser, arianiser le peuple allemand, et aussi en direction du public international. Il y a des millions de brochures qui sont diffusées dans le monde entier par les services de propagande du Reich en 17 langues. Et puis il y a Leni Riefenstahl qui va produire un film. Vous voyez ici Leni Riefenstahl, qui est très connue, qui était un grand succès à l'époque, qui a été le premier film récompensé à la Mostra de Venise. La France, en réaction, créera le Festival de Cannes. Et puis, vous voyez comment on fanatise les foules dans le stade olympique. Hein. Vous voyez le salut hitlérien. Hitler est ici au premier rang. Cette photo, elle résume assez cette histoire, hein, parce que vous avez Hitler ici, vous avez Bailly-Latour, le président du CIO qui a succédé à Coubertin, vous avez Goebbels, Himmler, toute la hiérarchie du Reich, vous avez Leni Riefenstahl ici à la caméra. Et c'est vraiment un moment de communion olympique, mais qui est détourné à des fins de la propagande du Troisième Reich. Et Coubertin s'est retrouvé piégé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a eu un grand mouvement de boycott en 1934 et 1935 en Europe, aux États-Unis, porté par les organisations socialistes, communistes, mais pas seulement, par tous les humanistes, sociodémocrates, chrétiens, le mouvement noir aux États-Unis, le Red Power aussi aux États-Unis, le mouvement féministe, pour dénoncer les Jeux à Berlin et faire que les athlètes n'y aillent pas. Et finalement, les États ont décidé d'y aller. Et Coubertin est intervenu plusieurs reprises dans la presse pour dire qu'il fallait soutenir les Jeux à Berlin, etc. Et ça pose des questions très contemporaines aujourd'hui, quand on a eu les Jeux à Sochi, par exemple, ou à Pékin en 2008 et puis 2022 encore. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Est-ce qu'on sert la paix internationale ou est-ce qu'au contraire, on légitime les pouvoirs? Et puis face à ça, vous avez des contre-jeux qui ont été lancés à l'époque par les socialistes. Il y a eu les Olympiades ouvrières, il y avait des Spartakiades côté soviétique, vous aviez des Jeux populaires plutôt anarchisants à Barcelone en 1936, qui n'ont pas eu lieu parce que la veille au soir, c'est l'insurrection franquiste. Et Coubertin donc, se retrouve obligé de soutenir les Jeux d'Hitler, de les défendre, et en privé, il concède d'ailleurs qu'il admire Hitler.
Et ça a marqué pour beaucoup, effectivement, l'opinion publique en France, et ce qui fait que, voilà, ça explique ces prises de position, voilà, anti-femmes, contre les indigènes, hein, donc les peuples colonisés, et puis aussi cette prise de position en soutien au jeu d'Hitler, voilà, a fait qu'en France, il paraît difficile de lui rendre un hommage national du type panthéonisation. Enfin, vous lirez mes arguments demain dans Le Monde, mais c'est pas des arguments qui sont les miens, au sens où c'est pas moi qui défends, ou je suis pour ou contre. C'est pas ça, j'essaie d'expliquer ce qui se joue dans cette panthéonisation et pourquoi l'Élysée l'a refusé. Parce que c'est trop inflammable, en fait, comme sujet. Donc, en fait, pour conclure, hein, ce personnage, il a une idée assez farfelue, faire des compétitions athlétiques entre jeunes sportsmen pour servir la cause de la paix internationale. Il n'est pas particulièrement suivi, mais bon an, mal an, les éditions se tiennent, les États investissent les événements, le monde du business aussi. Il y a des passions populaires qui se déchaînent dans le stade, hein. Les nationalismes ont pu s'y exprimer, mais aussi toute une série de formes identitaires ou communautaires. Je pense aux Black Athletes à Mexico en 68. Ça devient une tribune pour toute une série de minorités. Les périodes des sorties de guerre sont très intenses et on voit des régimes s'opposer. Donc, entre régime démocratique et régime des années 30, régime brun par exemple, ben, ça sert le prestige des Jeux. La période qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la guerre froide olympique, les années 52, puisque pour la première fois les soviétiques arrivent aux Jeux en 52 à Helsinki, jusqu'à Séoul 88, bah, les tensions dans le stade servent aussi finalement le succès, hein, des Jeux olympiques, parce qu'ils créent un nœud de passion qui sont réverbérés par les médias. Et voilà comment un événement qui était, voilà, a priori saugrenu, hein, est devenu un événement mondialisé. Et Coubertin, là-dedans, bah, il a été effectivement dénoncé pour ses prises de position, hein, qui en font un homme du passé, assurément. Mais là où on pourrait peut-être lui reconnaître un certain nombre de prescience, c'est dans sa capacité à penser l'objet à l'échelle mondiale. Il a compris la mondialisation sportive très tôt. Il a fait du sport un outil diplomatique. Il a inventé une institution qui négocie avec les États aujourd'hui, hein, très clairement. Le CIO a une puissance de feu diplomatique qui lui permet d'imposer aux États sa règle, hein, pour les Jeux de Paris. Vous l'avez vu, hein, il y a une loi qui a été adoptée qui crée des situations d'exception pour la période des Jeux Olympiques par rapport aux lois nationales. Ça a été le cas aussi à Londres. Donc voilà, c'est un personnage avec une idéologie qui est très plastique. En fait, l'olympisme, c'est un corps mou. Il n'y a pas trop de solidité théorique dans l'olympisme. Une sorte de réceptacle. Et puis, dans ce réceptacle, bah, vous avez les idéologies, les religions, les États qui viennent s'y engouffrer, les passions populaires. Et ça en fait une caisse de résonance du monde et un formidable objet d'histoire pour comprendre nos sociétés contemporaines. Et parfois même dans le sport, on peut lire la société de demain. Les tensions aujourd'hui que l'on voit entre un Global South qui est récupéré par la Chine et la Russie contre les sociétés occidentales, c'est quelque chose qu'on lit, nous, dans le sport depuis une dizaine d'années. Et le sport peut être un lieu d'anticipation du fonctionnement des sociétés. Moi, plutôt que de le voir comme un miroir du monde, je le verrais plutôt comme une sorte de révélateur chimique. Il joue un rôle un peu de loupe grossissante à des moments, et on peut s'en servir comme ça avec précaution, mais on peut y voir, on peut y anticiper parfois le monde de demain, avec aussi des archaïsmes très forts à l'intérieur. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Clastre. Des questions avant qu'on se sépare, parce qu'il est pile 14 heures. Mais... Alors, j'ai une question qui n'a pas forcément rapport avec le mais historien du sport. Oui. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on n'avait plus forcément besoin de travailler tout le temps parce qu'il y avait commencé à avoir un petit peu de richesse. Est-ce que les gens pratiquaient le sport comme nous maintenant, je sais pas, le footing, la gymnastique, la musculation, des choses comme ça, ou est-ce que finalement les activités au champ, entre guillemets, suffisaient? Je ne parle pas des sportsmen. Hein. Ah oui. Donc, ce qui s'est produit au XVIe siècle avec la Renaissance, c'est qu'on a retrouvé les exercices de l'Antiquité.
et qu'ont été aussi inventées des machines à redresser les corps meurtris, blessés par les accidents de la vie, etc. Et à partir du XVIIe siècle, se sont développées les académies royales, notamment en escrime, en équitation. Donc, ce sont ces pratiques-là, ou la danse d'ailleurs, dans le même univers culturel, ce sont ces pratiques-là qui se sont diffusées dans les aristocraties et les bourgeois aussi qui veulent devenir gentilshommes. Après, au XVIIIe siècle, on a un enrichissement plus précoce en Angleterre, c'est évident. Là, on a de nouvelles formes de loisirs qui s'inventent autour du cricket et de la boxe. Alors, la boxe, c'est d'abord les esclaves que l'on fait boxer entre eux ou des valets de ferme. Et il y a un moment où la bascule s'opère, où les aristocrates vont se mettre eux aussi à la boxe, mais ils vont l'anoblir en mettant un certain nombre de règles. Donc ce n'est plus un combat à mort, on va mettre en place des rounds, on va imposer des gants parce que ça abîme moins le visage. Et il faut quand même apparaître comme quelqu'un de la haute société quand même. Et puis il y a toute une série de pratiques un peu hygiéniques, un peu de natation, un peu d'exercice physique. Mais c'est surtout le 19e siècle qui va voir apparaître les gymnases clubs. Dans les gymnases clubs, là, on a des engins pour exercer son corps. Et ça se retrouve aux États-Unis, en Angleterre, ça se diffuse partout dans le monde. Il y a toute une économie d'ailleurs qui existe autour de ces gymnases clubs, de ces appareils. Les États-Unis sont connus pour être un lieu où vraiment on exerce les corps à des performances élevées, avec tout ce qui est élastique, vous voyez, faire les tractions, les machines qu'on a aujourd'hui dans nos clubs, ils ont été inventés aux États-Unis, en fait. Et puis vous avez ces clubs mondains, parce que là, pour le coup, les Anglais inventent le club. S'ils n'inventent pas les sports, puisqu'il y a toute une série de pratiques qui naissent partout dans le monde, au moins ils ont inventé le club. C'est-à-dire un lieu de l'entre-soi, qui est protégé par la règle de l'amateurisme, mais aussi par les niveaux de fortune qu'il faut pour pouvoir entrer, et les recommandations. Il faut un patronage pour entrer dans les clubs. Ça existe encore dans certains clubs à Paris. Et ça permet de créer cet entre-soi où on va pratiquer le sport de manière assez... en tout cas, une forme de divertissement, ce qu'on appelait ludus dans l'Antiquité. On ne cherche pas forcément la performance. Mais parmi ces pratiquants, il y a des jeunes gens ou des hommes un peu plus âgés qui vont être dans des logiques de comparaison. Et ce qui va singulariser le sport au XIXe siècle de toutes les pratiques antérieures que vous évoquiez, celles du XVIIe siècle, c'est qu'on a des capacités désormais de mesurer des performances techniquement, qu'on va mesurer en millimètres. On a le système métrique qui s'est imposé après la Révolution, on a des meilleurs chronomètres, et le sport permet de produire des performances objectivées, mesurables. Soit le nombre de buts, mais aussi les quarts de seconde, ou les centimètres, ou son longueur, en hauteur, etc. Et donc on a affaire à une sorte de pratique culturelle qui est très différente des arts en général, ou de la musique, les autres circulations culturelles. Là, on a des échanges athlétiques où on va pouvoir mesurer la performance et la supériorité d'une nation sur une autre dans le cadre des compétitions. Et ça va être le succès. D'abord, on se mesure entre soi, entre clubs, on se lance des défis. L'America's Cup, c'est un défi entre Britanniques et Américains pour la navigation. La Davis Cup en tennis, c'est pareil, mais pour le tennis. On est dans une logique de défi, soit d'athlète à athlète, pour savoir quel est le meilleur athlète du monde, soit de club à club, soit de nation à nation. Et par contre, à côté, on a une autre forme d'organisation qui va apparaître, des championnats nationaux, puis mondiaux, et les Jeux olympiques sont dans cette logique-là. Et ça va faire le succès finalement du sport par rapport à toute une série d'autres pratiques culturelles. C'est qu'il y a cette notion de mesure de la performance. Et on peut en garder le souvenir. Record. To record, on garde le souvenir, et c'est le record. On garde le souvenir de la performance, et on peut la comparer de pays à pays, d'époque à époque. Et ça, c'est un moteur fantastique. Et c'est au cœur aussi du libéralisme économique de l'époque, l'idée de la performance. On taylorise les productions de performance avec des entraînements, etc. On est aussi dans cette logique-là. Oui, je vous en prie. Oui. Vous avez cité le rôle de la CIA dans le financement des Jeux. Quelle est sa motivation, en fait? C'était juste de la guerre froide et pour lutter contre les La soviétiques? CIA a soutenu les grandes entreprises américaines et les grands médias télévisés américains dans cette demande faite au CIO d'abandonner la règle de l'amateurisme qui permettait aux athlètes soviétiques et d'Allemagne de l'Est de l'emporter sur les athlètes américains. Puisque eux, ils pouvaient adresser aux Jeux de faux amateurs
qui étaient en fait des professionnels d'État, alors que les Américains ne pouvaient pas envoyer leurs meilleurs athlètes, puisque eux, ils étaient, de manière connue de tous, dans toute la presse, ils étaient professionnels. La règle amateurisme prévalait encore, jusqu'en 81. Donc la CIA a dit stop, et on va faire sinon des jeux concurrents. Et le CIO a flanché, et il est entré dans une autre logique. Dès lors qu'il a, en 81, des statuts, il peut contractualiser avec les télés. En 1985, il lance le programme TOP des Olympic Partners, les sponsors olympiques que vous connaissez. Et à partir de là, alors 80% sont américains, plus au début, c'est Visa, Coca-Cola, etc. Et à partir de là, on entre dans une nouvelle dimension. Et le CIO fait entrer une masse financière. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 7 milliards tous les 4 ans que le CIO perçoit en droits télévisés ou sponsoring. Et il redistribue cet argent aux fédérations internationales et aux comités nationaux olympiques dans le monde, qui sont ces comités nationaux olympiques dans le monde, ces réseaux d'influence à l'intérieur des sociétés et des États, qui sont les bras armés du CIO. Donc, on a changé de modèle. On était dans un modèle qui était un modèle, on va dire, de l'éthique amateur, et on est passé dans un modèle qui est celui du marketing, qui permet au CIO d'accroître ses revenus et puis de mettre sous la dépendance, notamment les fédérations internationales qui ont toujours été sécessionnistes, qui ont voulu toujours créer leur propre championnat du monde et se séparer de cette compétition-là. C'est comme ça qu'on a changé d'air et on est dans ce moment-là. Voilà.